Il est 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Bonsoir Geoffroy. Geoffroy le jeune est avec nous comme chaque vendredi soir. Cher Geoffroy, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Philippe. Et on a envie de dire enfin. Enfin une bonne nouvelle, enfin une note positive. Votre ami Boualem Sansal, Philippe, détenu depuis le 16 novembre 2024 par le régime algérien, a été libéré cette semaine. Il est soigné actuellement en Allemagne. Et puis il a eu cette phrase formidable adressée à Kamel Daoud, son ami, le prix Goncourt, Kamel Daoud, franco-algérien. « Bonjour la France, je reviens. On va gagner ». Vous avez écrit et vous avez consacré un chapitre dans votre livre Populicide, Ode aux Français de désir, et vous parlez de Boualem Sansal dans cet ouvrage. Vous dites « Je dédie cette ode au plus grand Français de désir vivant qui aura connu la prison pour avoir trop aimé la France ». Et on attend bien évidemment votre première réaction, cher Philippe de Villiers. Alors, ma première réaction, je dirais que j'ai traversé, comme tout à chacun, un moment d'exultation, au sens de la phrase de Pascal, joie, joie, pleurs de joie, certitude. Il est vivant, il n'est pas mort, il garde sa lumière, comme dit son ami Kamel Daoud, et il va bientôt revenir et on va pouvoir le voir, et peut-être l'inviter ici. Ce serait formidable. Oui. Et je l'aime beaucoup, nous nous aimons beaucoup, vous verrez. Et je vais expliquer pourquoi dans un instant. Mais auparavant, ce que je voudrais dire, c'est que cette joie est une joie totale, sans bavure, quand on pense à lui, à sa famille, à ce qu'il a enduré, à ce qui est maintenant derrière lui. En revanche, j'aurais un petit mot sur la diplomatie française, que vous me pardonnerez, pour saluer, c'est assez rare, une victoire allemande. Dans ma famille, c'est une rareté. Une victoire allemande. Il faut saluer le président de l'Allemagne qui a négocié le retour de Boualem Sansal. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que, à ma connaissance, il y a eu un marché, en fait. Oui. Allez chercher les informations. À Alger, il y a eu une cérémonie importante, le 11, la veille de la libération. Une cérémonie importante avec une co-signature d'un document d'aide mutuelle. Il y avait l'ambassadeur de l'Union européenne, il y avait un responsable algérien de très haut niveau et un responsable allemand de très haut niveau sur la question des hydrocarbures. Et moi, je pense que l'Allemagne a dit à Emmanuel Macron, bon, tu lâches sur le Mercosur, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et c'est très important pour nous, les Allemands, parce qu'on veut sauver notre automobile, et nous, on règle le problème de Boualem Sansal. Boualem Sansal, qui est français, franco-algérien, mais qui est français, donc sauvé par l'Allemagne, soigné par l'Allemagne. Voilà. Alors, pour la France, je vous ai entendu, Geoffroy, parler de camoufler, c'est le mot qui convient. C'est une humiliation diplomatique. Songez que la France a derrière elle, c'est mon ami Dominique Souchet, le grand diplomate, l'ambassadeur, qui m'a dit ça un jour, songe Philippe que la France a derrière elle 2000 ans de savoir-faire diplomatique. C'est le pays de Talleyrand, hein, de Vergennes, bon, et de Barrault. Bon. Et alors, et là, en fait, on a eu le président de la République, Emmanuel Macron, la bouche en cœur, qui a remercié son ravisseur. On en est là. Et à l'Assemblée, c'est passé inaperçu. Mais pas pour moi, parce que je connais le langage diplomatique et le code pénal. Monsieur Lecornu s'est levé
pour saluer la libération. Et il a dit, merci au président... Oui, président Macron a dit, merci au président Tebboune pour son humanité. C'est le syndrome de Stockholm. On est dans les phares, on se fait écraser, on remercie la voiture et le conducteur. Bon. Par contre, Le Cornu, il a dit merci au président Tebboune d'avoir eu le geste qui a consisté à gracier Boualem Sansal. Non, gracier, c'est pas le mot qui convient, parce que quand on gracie, dans le code pénal, c'est qu'on garde la faute, mais on efface la peine. Or là, il n'y a pas de faute. Nous, à la France, on n'a pas à reconnaître une faute. Il n'y a pas de culpabilité. Donc, ce n'est pas le mot qui convient. Il fallait dire libérer, il fallait dire élargi, ça, mais pas gracier. Alors, en fait, moi, ce que je voudrais dire à tous les Français qui nous regardent, et dont beaucoup ne connaissent pas Boualem Sansal, pourquoi c'est un grand Français, pourquoi c'est un grand homme. Et aujourd'hui, il va incarner, et ça va faire peur au pouvoir, il va incarner la figure archétypale de la résistance, de la dissidence par rapport à l'islamisme conquérant. Et ça va faire mal. Parce qu'on ne va pas le faire taire. Personne ne le fera taire. Je le connais. Et surtout avec ce qu'il vient de vivre maintenant, je peux vous dire qu'on va l'entendre. Alors, je dirais d'abord que c'est un visionnaire. Jean-François Colosimo, qui est son éditeur de son dernier livre, a eu un mot juste, il a dit c'est le Solzhenitsyn algérien. Très juste. C'est-à-dire qu'en fait, Solzhenitsyn a dénoncé l'aveuglement des Occidentaux face au communisme, et Boualem Sansal a dénoncé l'aveuglement des Occidentaux face à l'islamisme. Il y a un parallèle qui est saisissant. Il a mis en garde les Français sur l'islamisation des banlieues. C'est pas moi qui parle, c'est lui. En disant, attention, vous allez avoir des quartiers de conquête et vous allez doucement vers le califat. Il a connu le fils en Algérie, lui. Il sait d'où vient l'Algérie, ce qui s'est passé en Algérie. Ensuite, il nous a mis en garde sur la rente mémorielle. Je me souviens, on en a parlé. Ah, la rente mémorielle, ça le rendait fou. Et sur la mauvaise conscience coloniale. Voilà. Mais surtout, c'est pas qu'un visionnaire. Un visionnaire qui voit avant tout le monde les dégâts que vont faire l'islamisme dans notre pays, jusqu'au califat, peut-être dans 30 ans. Il leur a dit, il l'a dit, il le dit à tout le monde. C'est pour ça que la gauche française se réjouit moins que ceux qui sont des esprits libres. Mais c'est plus que ça, c'est un écrivain français francophone de grand talent. J'espère que l'Académie française va l'accueillir. Il faut en faire un membre à part entière tout de suite. Et vous savez, on dit la langue, c'est le sang de l'âme d'un peuple. Si c'est vrai, alors Boualem Sansal, il est plus français que tous les Français. Et c'est vrai que dans mon livre, j'ai pensé à lui en écrivant une ode aux Français de désir. Il y a le Français de souche qui reçoit la France, sans avoir rien demandé. Encore faut-il qu'il cultive ce souvenir et qu'il le transmette. Et puis il y a le Français de désir qui rêve d'entrer en ressemblance et qui vient d'ailleurs. Encore faut-il qu'on lui donne envie de nous ressembler. Et dans cette ode aux Français de désir, j'ai dit ceci. Face aux Français de désir, nos élites mondialisées ne donnent à voir qu'une France qui n'est plus la France. Une France de feux éteints et d'âmes mortes. Une France gouvernée par des âmes mortes, avec des feux éteints. Une France qui ne donne plus envie. Et un jour, Boualem Sansal m'a dit, moi, Philippe, j'ai compris que ce qu'il faut aller chercher, écoutez bien, c'est la France des grandeurs cachées. Merci, Boualem Sansal, de parler, de reparler, de nous parler et de parler au monde entier comme aucun Français ne sait parler de la France.
honneur aux Français de désir. Vous savez que c'est la deuxième fois depuis qu'on fait cette émission que vous remerciez l'Allemagne. Vous ne vous souvenez pas de la première? La première fois, c'était quand ils avaient remis les contrôles aux frontières en disant « Enfin, l'Allemagne fait ce que la France ne fait pas ». C'était il y a 1 an et demi. Et je m'en suis souvenu. Ce serait passionnant de recevoir Boualem Sansal. Invitation sera faite, bien évidemment, lorsqu'il sera de retour sur notre beau pays. Philippe de Villiers, autre sujet à présent. Vous le savez, les téléspectateurs l'ont suivi évidemment sur CNews. Nous avons commémoré le 10e anniversaire des attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015. 132 morts et plus de 400 blessés. Vous m'avez confié, Philippe de Villiers, que vous aviez reçu une lettre émouvante d'une mère de famille qui a perdu, Philippe, ses 2 filles au Bataclan. Expliquez-nous. Alors, j'ai reçu une lettre après le Bataclan, une première lettre, d'une dame qui s'appelle Sylvie Pétard. Avec son mari, ils m'ont écrit, ils étaient désespérés. Puis une deuxième lettre, puis une troisième. Et là, c'est la dernière lettre. Voilà, alors je l'ai retranscrite pour pouvoir vous la lire. Je vais vous lire quelques passages qui sont particulièrement émouvants. Cher Philippe de Villiers, je me permets de vous écrire à nouveau pour vous demander une requête. 10 ans que nos filles Marion et Anna sont parties rejoindre Marie. Elles ont été tuées, elles prenaient un café à une terrasse. Donc la soirée du Bataclan. Marion et Anna sont parties rejoindre Marie. Cela fait 10 ans que tous les matins, dans mes prières, après mes 3 Ave Maria, je prie Marie de ne pas oublier sa promesse de protéger mes grandes filles d'amour, de les garder tout contre elles, dans son âme et dans son cœur de maman. Je n'accepte pas et je ne veux pas que nos filles deviennent un souvenir. Elles sont bien présentes parmi nous et nous aident chaque jour que Dieu veut à vivre. Pourriez-vous juste lire ma lettre sur le plateau de CNews le vendredi 14 novembre pour que le 13 novembre ne soit pas déjà oublié, en hommage sincère pour toutes ces vies arrêtées brutalement, innocemment, volontairement, gratuitement, juste pour montrer que l'on peut vivre avec l'aide de Dieu et de Marie et que c'est la seule porte de sortie pour réapprendre à vivre. Voilà pourquoi je me permets de vous écrire dans votre sensibilité de père et non d'homme politique, non comme toutes ces marionnettes qui gesticulent, prennent un air triste le temps d'une photo devant les caméras lors de leur commémoration du 13 novembre et en ne pensant surtout pas aux Français. Merci de votre engagement envers tous les Français, avec toute notre affection. Sylvie Pétard. Et vous savez, hier, je savais que j'allais lire cette lettre, mais je ne savais pas que j'aurais à dire ma honte de français, en lisant les informations. Est-ce que vous imaginez cette famille qui a perdu ses 2 filles, comme toutes les familles qui ont perdu un membre si cher, lors de cette soirée tragique? Imaginez ces familles qui entendent parler d'un ordinateur, du grand organisateur du meurtre collectif, Abdeslam, un ordinateur, une clé USB, on parle d'un mariage en prison, faut pas se gêner, et pire que ça, on entend un écolo qui dit il y a eu 150 morts, mais avec la pollution de l'air, il y en a 500 000 par an. Vous imaginez la goujaterie, l'abjection. Et donc on est entre l'abjection et la connivence, la dimitude de la justice. On voit bien que déjà, on lâche du lest. Mais pire que ça, ce qui m'a fait bondir, et là pour une fois je vais rendre hommage à Charlie Hebdo, Souriceau qui est un Vendéen d'ailleurs, Riss, qui a très bien dit cette histoire de justice réparative.
Voilà que Abdeslam, le grand organisateur du meurtre, propose maintenant une justice réparative. C'est quoi la justice réparative? D'ailleurs, c'est un néologisme américain. Ça consiste à dire aux victimes, attendez, venez me voir, on va parler. Oui, ça s'appelle la taqia. C'est un piège, évidemment. Pourquoi c'est un piège? Parce que c'est pas un chauffard, avec des victimes du chauffard. Là, on est devant un terroriste qui veut brutaliser toute la société. Il y a quelqu'un qui est très bien parlé, c'est la directrice générale des services intérieurs de renseignement, Céline Berton. Et elle a dit, on a affaire à quelqu'un qui veut tuer la société tout entière. Donc, cette idée d'une confrontation avec les victimes, en fait, elle a un seul but, c'est de faire peser le poids moral du refus sur les victimes. Donc c'est ignoble. Et qu'on le laisse faire ça, c'est encore plus ignoble. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui a réagi sur la menace terroriste islamiste. Écoutez. À tout moment, le terrorisme islamiste projeté peut renaître au Moyen-Orient, en Asie centrale, dans la Corne de l'Afrique ou ailleurs. Et la vigilance est permanente en chacun de ces lieux. Et d'autres formes de terrorisme émergent, auxquelles nous ne céderons rien non plus. Face à cela, notre nation est garante du combat perpétuel, mené sans jamais renier nos valeurs de justice et de liberté. Elle se porte garante que tout sera fait pour empêcher toute nouvelle attaque et pour punir de manière implacable ceux qui s'y risqueraient. Et dans cette décennie écoulée, la nation s'est fortifiée. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, on s'en souvient tous en ce qui nous concerne, mais vous, où étiez-vous le 13 novembre et que faisiez-vous? Alors le 13 novembre 2015, j'oscillais entre deux activités. Je crois que le matin, j'ai écrit, je mettais la dernière main un scénario pour le Puy du Fou qui s'appelait Le Dernier Panache, sur Charette. Rien ne se perd jamais, monsieur. Et l'après-midi, j'étais en train d'entreprendre l'écriture d'un livre qui est sorti en début 2016 et qui s'appelait « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que j'avais été marqué par deux événements de l'année 2015. C'était avant les attentats du 13 novembre. Premier événement, c'est Charlie Hebdo, l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Et là, j'ai vu, après l'attentat, le comportement de toute la classe dirigeante et de la société de connivence, ce qu'ils appellent la riposte des bougies. C'est là que ça a commencé. L'accueil de l'autre, le vivre ensemble, on est tous frères. Voilà. Et donc, en fait, c'est le début de la démitude, de la diminutio capitis, de nos élites, qui ne veulent pas voir ce qui s'est passé. En fait, on traite ça comme un accident climatique ou un accident de la route. Et donc, je me suis dit, là, je prends la plume. Mais pire, le jour de Pâques, je me souviens, je revenais de Fontcombault. Et j'entends à la radio, à Europe 1, le recteur de la Grande Mosquée de Paris vient de prendre la parole au Bourget devant 50 000 croyants et il a déclaré « Nous avons 2200 mosquées, il faut doubler le nombre des mosquées dans les 2 ans qui viennent. » Et en fait, là, je me dis, en associant les deux événements, allez, il faut que je reprenne la plume et que je porte la plume dans la plaie, parce que je sens bien que le bedeau va être remplacé par le muezzin et que bientôt on ne pourra plus sonner les cloches et que l'islamisme est en train d'avancer à la mesure de notre démission et de nos craintes. Et le titre, j'ai appelé Lise Boel, mon éditrice, qui m'a dit « c'est un titre formidable. Les cloches sonneront-elles encore demain ?» Et en fait, j'ai repensé à ça, c'est drôle, hier, parce que les cloches ont sonné hier, dans toute la France, et à Notre-Dame de Paris. Et ça m'a profondément touché, parce que ça veut dire qu'il reste de nos racines, de notre culture, de notre civilisation,
quelque chose qui est le plus beau des symboles. Les cloches touchent au paysage intime de chaque Français. Comment, Philippe de Villiers, expliquez-vous l'engrenage fatal qui a conduit au 13 novembre 2015, et notamment donc ce 13 novembre, les terrasses bien sûr, le Stade de France, ou encore le Bataclan? Vous avez raison de parler d'un engrenage. Et là, ce que je vais dire va secouer. C'est un sujet que je connais bien. Et je vais dire des choses désagréables pour la classe dirigeante. Ils ont menti. Certains par action, d'autres par omission. Allons-y, engrenage. Un engrenage, ça veut dire qu'il y a des crans. On va passer du premier cran au quatrième cran ensemble, si vous voulez bien. Premier cran de l'engrenage. Le 22 septembre 2014, le ministre des Attentats, c'est ainsi qu'on l'appelle, Al-Adnani, depuis la Syrie, depuis l'Irak, depuis le Moyen-Orient, publie un avis de décès pour l'Occident, c'est-à-dire un message pour tuer les Européens, et spécialement, je cite, les méchants et impurs Français, qu'on appelle là-bas les croisés, s'ils savaient ce que les croisés sont devenus. Les croisés. Oui. Et donc, il appelle à tuer les croisés. Bon. Nous, on entend ça. Nous, le gouvernement français, les parlementaires, la classe politique entend ça. Donc, on est prévenus. Et ce ne sont pas des rigolos de kermesse, les djihadistes. Premier cran. Deuxième cran, 31 août 2015. Là, en fait, c'est Angela Merkel qui annonce à tout le peuple allemand « Wir schaffen das ». Nous y arriverons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous y arriverons. Ça veut dire nous accueillons des milliers et des milliers et des milliers de réfugiés. Nous les accueillons en Allemagne, petite parenthèse, à la demande du patronat allemand qui pratique la traite du travail. Et par exemple, à Munich, à la gare de Munich, vont arriver 20 000 réfugiés. Retenez bien ce que je dis, parce que l'écran, après, ça va. Les crans vont se succéder dans l'harmonie, hélas. Troisième cran. Le troisième cran, c'est le déni. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve, le président de la République, François Hollande, explique au micro de Jean-Pierre Elkabbach le 13 septembre 2015, vous pouvez retrouver les archives. Jean-Pierre Elkabbach, qui est un journaliste particulièrement compétent et incisif, pose une question naïve. Il dit, mais tous ces réfugiés qui sont arrivés, tous ces migrants qui sont arrivés par la Méditerranée depuis la Grèce, vous êtes sûr qu'il n'y a pas parmi eux des terroristes qui sont glissés dans les rangs? Et la réponse de Cazeneuve, le 13 septembre 2015, c'est grave ce que je vais dire. Il dit, oui, ça serait possible, mais je ne crois pas pour l'instant. Je ne crois pas pour l'instant. Ça pourrait être plus net, mais en tout cas, non. La réponse, c'est non. Donc c'est le déni. Pendant ce temps-là, le directeur général d'Europol lui dit il y a 3000 terroristes potentiels qui sont glissés dans les rangs des migrants. Et la directrice générale d'Eurojust explique la même chose. Qu'en fait, il y a des terroristes qui se sont glissés depuis la Grèce. Ils sont arrivés en embarcation avec les migrants. Voilà. En fabriquant des faux passeports qu'on a retrouvés ensuite. Bon. Et enfin, quatrième cran, ce sont les attentats. Et là, c'est la faillite de Schengen. Le journal Le Monde
vient de lever un coin du voile il y a 2 jours en disant les défaillances de Schengen. Ça y est, on y arrive. Alors c'est quoi les défaillances de Schengen? Eh bien, il y a les convois, les frontières. Les convois. Donc maintenant on sait qu'en fait les terroristes ont profité des convois de Madame Merkel, Madame Mutter Courage, comme on disait à l'époque, la Mamamouchi, comme disent les Turcs, avec qui elle a négocié 6 milliards d'euros pour protéger la frontière, vu que l'Europe n'est pas capable de protéger elle-même sa frontière avec son propre argent. Et donc la Mutter Courage a fait rentrer les réfugiés, et donc ils sont rentrés par la Grèce, on sait tout ça. Ils ont fabriqué des faux passeports, Schengen, voilà. Et puis ils sont remontés par l'Allemagne, puis la Hongrie, puis ils sont arrivés évidemment à Molenbeek. Je me souviens de la phrase de Zemmour un jour qui dit « C'est par Raqqa qu'il faut bombarder, c'est Molenbeek, parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'est la plaque tournante. » Donc voilà pour les convois. Manuel Valls, Premier ministre, sur France 2, le 15 novembre 2015, avoue, oui, les terroristes ont profité du passage des migrants pour se glisser parmi les rangs des migrants. Vous vous rendez compte? Alors la frontière, Schengen. Vous savez comment les terroristes, au cours du procès, ont appelé Schengen un jeu de piste? Vous entendez? Un jeu de piste. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés par la Grèce, notamment, pour arriver jusqu'à Molenbeek. Et ensuite, vous prenez le commando du Bataclan, vous prenez le commando du Stade de France, vous prenez le commando des terrasses. C'est un va-et-vient permanent, des jours et des nuits, entre la Belgique et la France. Depuis Molenbeek jusqu'en France. Et vous savez combien il y a de points de passage non gardés entre la Belgique et la France? 1500. Donc, en réalité, la classe dirigeante qui a fait Schengen, qui a maintenu Schengen, qui a défendu Schengen et qui aujourd'hui encore est arc-boutée sur Schengen, elle a du sang sur les mains. Ces gens-là, je les ai vus hier en Randouagnon. Ils n'avaient pas le figure parce que je suis sûr qu'au fond d'eux-mêmes, et j'espère que mon mot va leur parvenir, ils ne sont pas nets. La classe dirigeante a du sang sur les mains. Geoffroy Lejeune. Philippe, on est 10 ans après ce qui restera sans doute le choc traumatique le plus épouvantable de notre époque. Est-ce que vous pensez que 10 ans après, les leçons ont été tirées? Non. Il y avait un papier ce matin remarquable de Nicolas Pouvremonti, le directeur général de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui dit très bien les choses. Et il vous répond. On n'a pas tenu compte des leçons. Mais surtout, tout a empiré en fait. J'énumère. D'abord, il y a la question démographique. Ce que dit très bien Nicolas Pouvremonti, c'est qu'en réalité, depuis 10 ans, la pente démographique s'aggrave. C'est-à-dire que, soyons concrets, il y a de plus en plus de migrants qui viennent de plus en plus nombreux de pays de plus en plus musulmans. 7 migrants sur 10 viennent de pays à majorité musulmane. Deuxièmement, l'indice de fécondité différentiel. Ça va du simple au double. Entre les femmes qui sont nées en Afrique et les femmes qui sont nées en France, c'est 2,7 d'indice de fécondité contre 1,5. Il suffit de prolonger la courbe pendant quelques années et on voit ce qui va se passer. Troisièmement, le nombre de femmes qui portent le voile islamique a doublé en 10 ans. Quatrièmement, le nombre de titulaires du droit d'asile ou de refusés du droit d'asile a triplé en 10 ans. Et par exemple, je vous donne un exemple que je vous invite à méditer. En 2007, il y avait 2000 Afghans en France. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, d'ailleurs? Aujourd'hui, combien il y en a? 100 000. Et enfin, il y a eu 1 million de nationalités accordées, naturalisation,
accordée à des étrangers. Quand on sait que Abdeslam est un Français, juridiquement, on aurait dû quand même faire attention à la manière d'accorder la nationalité. Ça aurait été une leçon. Elle n'a pas été entendue. Deuxièmement, la menace. La menace, elle a changé. À la menace exogène, s'est ajoutée la menace endogène. La menace exogène, elle existe encore. L'État islamique au Khorasan, Gaza, l'Afrique. Regardez ce qui se passe en ce moment en Afrique. On ne peut pas dire que la menace exogène n'existe plus. Mais à cette menace s'est ajoutée la menace endogène, c'est-à-dire la menace domestique. Avec 3 phénomènes. Premier phénomène, l'ubérisation du terrorisme. Qu'est-ce que c'est l'ubérisation du terrorisme? C'est le petit entrepreneur en terrorisme, à son compte. Le djihad individuel. Ce que Gilles Kepel appelle le TikTok djihadiste. C'est-à-dire, on ne peut pas le contrôler. On est passé du djihad collectif au djihad individuel. Donc c'est ce qu'ils appellent, les spécialistes, l'ubérisation du terrorisme. Deuxièmement, le rajeunissement. Les 6 derniers terroristes repérés, détectés, la moyenne d'âge est entre 17 et 21 ans. On trouve parfois des terroristes de 13 ans. Et enfin et surtout, c'est ça le plus grave, c'est qu'il y a une connexion avec les réseaux sociaux qui fait que la conversion-formation est ultra rapide. On l'a vu avec l'affaire d'Oléron, où là, on a un Français qui, tout à coup, se convertit grâce aux réseaux sociaux et qui décide de prendre sa voiture bélier pour aller tuer la petite Emma, qui d'ailleurs, petite parenthèse, va mieux. J'ai eu un message de sa maman ce matin. Elle dit c'est une miraculée, c'est une combattante, une guerrière, elle va mieux. Donc j'ai eu Nathalie Valin et Emma va mieux. Donc ça m'a fait plaisir, il y a des bonnes nouvelles quand même. Mais l'affaire d'Oléron où le parquet national antiterroriste n'a pas voulu prendre position, c'est typique de ce nouveau terroriste qui est indétectable. Alors je dis tout de suite une chose que j'aurais dû dire tout de suite, les policiers, les forces de l'ordre, les services de renseignement, c'est le meilleur pays du monde. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'on a en France. Et moi je vois les lettres que je reçois, enfin, c'est extraordinaire, ce sont des gens extraordinaires. Petite parenthèse, il a fallu 10 ans pour leur donner la Légion d'honneur. Voilà. Alors la menace, elle a changé. Mais ça va plus loin. Il y a l'infiltration subventionnée. Promenez-vous à Bruxelles. Je parlais récemment avec Florence Bergeau-Blackler, il connaît bien ces sujets, et qui m'a dit, en fait, il y a 0 centime pour travailler sur les frères musulmans, pour faire des études à l'université sur les frères musulmans. Par contre, l'Union européenne finance tout un tas de mouvements. J'ai regardé les chiffres. Intégration, immigration, asile, entre 2021 et 2027, 10 milliards de prévus. Et vous vous souvenez de l'affaire du voile, la promotion du voile par le Conseil de l'Europe. Donc en fait, l'Union européenne, je pèse mes mots, finance l'islamisation de l'Europe au nom de la diversité, au nom du paradis diversitaire et du caractère interchangeable des populations souhaitées par la République des commissaires, qui désormais est souveraine et s'est vu transférer notre souveraineté. Enfin, et puis surtout, il y a un parti maintenant qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Il y a le parti Sarrazin, il y a le parti de l'étranger, il y a le parti des collabos, il y a le parti LFI, des Insoumis. Parce que eux, c'est leur fonds de commerce. Et il y a 10 ans, on ne parlait pas de la rue arabe. C'est depuis Mélenchon, depuis Gaza, depuis qu'il y a des islamo-gauchistes qu'on parle de la rue arabe. Et la rue arabe fait peur à l'État, fait peur au pouvoir, fait peur à Macron. Ensuite, Mélenchon promène ses humeurs, ses projections imaginaires dans l'air du temps,
entre deux options qu'il a présentes à l'esprit. Première option, la créolisation des urnes, c'est-à-dire qu'on va chercher les quartiers, vous voyez ce que je veux dire, et puis on les fait voter, et finalement, comme le nombre est le plus important, c'est le nombre qui commande en démocratie, il suffit de patienter pour avoir le nombre. Et deuxièmement, la créolisation de la rue, des barricades, c'est-à-dire l'apocalypse insurrectionnelle. Ça, c'est ce qui est prévu pour l'après 2027, hein, je vous l'annonce. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils n'y arriveront pas en 2027, mais que derrière 2027, il y aura l'apocalypse insurrectionnelle. Parce qu'ils pensent que c'est la droite qui arrivera au pouvoir. Et je vous rappelle juste un souvenir, pour terminer ma réponse, qui a été oublié, c'est qu'il y a eu une proposition de loi, Elliott, vous en souvenez forcément, une proposition de loi déposée par les Insoumis à l'Assemblée pour abolir le délit d'apologie du terrorisme. Et donc, cette proposition de loi n'a pas été votée, mais c'est tout un programme. Donc, en fait, vous voyez bien que la situation a empiré. Et moi, ce que j'attendais du président de la République, plutôt que de faire de la poésie larmoyante, pour ne rien dire finalement. Ce que j'attendais de lui, c'est de dire la vérité aux Français, c'est-à-dire voilà ce qui s'est passé, voilà les fautes qui ont été commises par la classe dirigeante, et voilà ce qu'on devrait faire et ce qu'on n'a pas fait depuis 10 ans. Justement, Philippe de Villiers, selon vous, que faudrait-il faire? Alors ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord arrêter les flux. Pour arrêter les flux, il faut rétablir les frontières. Rétablir les frontières, sortir de Schengen. Deuxièmement, couper les pompes aspirantes, parce que tant qu'il y a la ME, etc., qu'on peut venir se faire recoller une oreille en France, il n'y a pas de raison de se gêner. Donc il y a tout cet aspect-là, rétablir les frontières nationales, au sens fort du terme. Couper les pompes aspirantes et refoulantes. Deuxièmement, imposer notre art de vivre en France. Et Saint-Augustin, quand il est arrivé à Rome, raconte que, il dit, quand je suis arrivé à Rome, ce qui m'a frappé, c'est qu'à Rome, on vit comme les Romains. Ben moi, je dirais, en France, on vit comme les Français. On impose l'art de vivre à la française. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, on serre la main des femmes. On ne les frappe pas. On ne les oblige pas à porter le voile. En France, on ne pratique pas la polygamie. En France, on ne porte pas des tenues du 7e siècle, la tenue du prophète. En France, on n'égorge pas les animaux sans les étourdir. En France, on ne mange pas halal à la cantine. En France, on a des clochers, pas des minarets. En France, on a des bedeaux, pas des muezzins. En France, on a le droit, la liberté de changer de religion sans se faire massacrer. Et puis enfin, il faut franciser, refranciser. C'est tout l'objet de mon livre, la dernière partie de mon livre. Si on ne refrancise pas la France, nous sommes perdus. Qu'est-ce que ça veut dire refranciser, Elliott Geoffroy? Ça veut dire remettre dans le cœur de chaque petit Français le récit fondateur. Et c'est là la force, je reviens à Boualem Sansal. Boualem Sansal, il est algérien. Et il me dit tout le temps, j'aime Duquesclin, j'aime La Roche-Jacquelin, j'aime Charette, j'aime Bayard, j'aime Versailles, j'aime Louis XIV, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, notre récit fondateur, personne n'y résiste dans l'histoire du monde. Quiconque arrive en France devient amoureux de la France. Regardez Léonard de Vinci, vous vous rendez compte? Il est à Florence, il a besoin de rien, il prend la Joconde et un mulet, il traverse les Alpes et il arrive au Clos Lucé d'Amboise. Pourquoi? Parce que pour lui, la France est le plus beau, le plus grand pays du monde. Et donc, quiconque arrive en France succombe à l'amour de la France, à condition qu'on propose cet amour de la France. Alors, il y a des Français de souche qui ne savent plus rien de la France et qui la vomissent et qui se sont mis à la détester. C'est la faute de l'école
Aucune transmission. Et puis il y a les Français de désir qui sont privés de la France, qui l'aimeraient, la France, s'ils la connaissaient, et qui seraient prêts à troquer nos drames, nos larmes, nos joies, nos émotions contre les leurs, à la condition qu'on leur présente la France sous un jour enviable et désirable. Voilà ce qu'on pouvait dire et ce que vous souhaitiez dire, Philippe de Villiers, sur les commémorations du 13 novembre 2015, 10 ans après ces attentats terroristes islamistes qui ont fait plus de 130 morts et plus de 400 blessés, et ayons une pensée évidemment pour les familles ce vendredi soir. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers, la nouvelle ministre des Armées, Catherine Vautrin, était l'invitée de CNews et d'Europe 1 ce mardi. Elle monte au front sur les menaces qui pèsent, selon elle, contre la France. Et notamment, elle parlait des conflits de haute intensité. Je vous propose d'écouter Catherine Vautrin. Nous sommes dans une situation internationale très tendue et comme le dit très bien le président de la République, pour être respecté, il faut être craint. Pour être craint, il faut être de tous les pays, n'est-ce pas? Et pour être craint, il faut être crédible. Russie comme Algérie. Complètement. Et pour être crédible, vous devez avoir une armée équipée, une armée entraînée. Et ça, c'est le sens de ce que je fais avec, bien évidemment, le chef d'état-major des armées et l'ensemble des équipes. Pendant pratiquement une petite dizaine d'années, nous avons assisté à un moment où nous avons vécu avec les dividendes de la paix. L'Europe s'est désarmée, alors qu'ailleurs dans le monde, on s'armait. Si l'Europe doit assurer sa sécurité, évidemment, la France veut, elle veut assurer sa sécurité, elle doit donc se préparer à toute menace. Geoffroy Lejeune. Alors, la ministre des Armées cite et traduit la pensée du chef d'état-major des armées ou d'Emmanuel Macron, elle en parle. Comment, Philippe, analysez-vous ces déclarations martiales qui préparent les esprits à la guerre, à un conflit de haute intensité ? Alors en fait, il faut retenir ce qu'elle a dit Mme Vautrin, totalement incompétente. Elle est nouvelle. Elle restera dans l'histoire comme la dame de l'euthanasie, mais là, elle va euthanasier l'armée. Là, hein. Elle n'a aucune compétence, elle ne connaît rien. Bon. Alors elle prononce des mots qu'elle a appris et que Macron lui a dit de dire. Alors elle dit « conflit de haute intensité ». Ça sonne bien. Conflit de haute intensité. C'est comme le chef d'état-major des armées, Mandon, il s'appelle. C'est un aviateur qui plane. Bon. Et lui aussi, il répète les éléments de langage, comme on dit. Et donc, en fait, c'est Macron qui commande. Bon. Il y a deux personnes en Europe qui veulent la guerre. Je réponds à votre question, en allant au fond. C'est Macron et Von der Leyen. Alors pourquoi ? Pour des raisons différentes. Mais ça se rejoint. Macron veut la guerre. Pourquoi il veut la guerre ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un dérivatif. Pourquoi c'est un dérivatif ? C'est parce qu'il vaut mieux regarder le Donbass que la Seine-Saint-Denis. Je m'explique. En fait, il y a une menace à l'Est qu'on présente comme imminente, Poutine, alors qu'il y a une menace existentielle qui vient du Sud, qui est la menace démographique, l'immigration invasive. Mais comme on ne veut pas inquiéter les Français et traiter le sujet de l'immigration invasive, qu'on ne veut pas parler du problème de la Seine-Saint-Denis, alors on brandit la menace à l'Est. Bon, il n'y a aucune chance que Poutine nous assaille. Poutine, il a assez à faire avec l'Ukraine, et pour l'avoir rencontré il y a quelques années, je me souviens de ce qu'il m'avait dit. Moi, je veux une seule chose, c'est avoir des bonnes relations avec l'Europe, à une condition, c'est que vous ne mettiez pas l'OTAN dans les pattes. C'est-à-dire que vous ne mettez pas l'OTAN à mes portes. Ça peut se comprendre. Il ne veut pas d'une puissance nucléaire à sa porte. Voilà. Je ne suis pas en train de défendre Vladimir Poutine, même si je pense que c'est un grand homme d'État qui défend son pays. Ce que d'ailleurs Trump comprend parfaitement. Mais en tout cas, nous, on a des nains. Donc en fait, dérivatif, Poutine, la guerre avec Poutine. Comme ça, tout le monde a peur. Bon. Et deuxièmement, ça va plus loin. C'est pour la guerre, c'est pour mobiliser les énergies, les cœurs et les peurs. Dans l'histoire des hommes,
un chef de tribu fait la guerre pour rassembler autour de lui la tribu. Et au passage désigner ceux qui ne sont pas partants pour faire la guerre. C'est-à-dire ceux qui n'affirment pas le patriotisme ukrainien. C'est-à-dire des Français qui disent « moi je suis patriote français, je ne suis pas patriote ukrainien ». Oh là, il n'est pas dans la ligne. Moi je suis pour la souveraineté française, je ne suis pas pour la souveraineté ukrainienne, ce n'est pas mon problème. Ah bon, oh là là, il n'est pas dans la ligne. Moi je suis pour l'identité française, je ne suis pas pour l'identité ukrainienne, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas en Europe. Et c'est pas chez moi. Moi, je suis français, je suis pas ukrainien, même si j'aime bien l'Ukraine. Alors, en fait, ils sont en train de nous faire peur. Vous savez, Napoléon III, il a fait ça. Napoléon III, quand il a vu qu'il était foutu, il a fait la guerre à l'Allemagne. La dépêche d'Ems, souvenez-vous. C'est-à-dire qu'un homme d'État qui panique parce qu'il est lâché par son peuple, pour rattraper son peuple, il fait la guerre. Voilà. Et maintenant... Von der Leyen, elle, c'est différent. Elle a besoin de fédéraliser l'Europe. Elle veut fédéraliser l'Europe pour faire un État européen. Et pour fédéraliser et faire l'unité, il faut faire la guerre. C'est une stratégie bismarckienne. Bismarck a fait ça en faisant une guerre contre l'Autriche pour regrouper les États de l'Allemagne du Nord, le Zollverein, Sadova, 1866, et ensuite 1870, deuxième guerre pour rassembler les États du Sud et faire l'unité allemande. La guerre, chez les Allemands, c'est un moyen historique de rassembler les peuples. Il y avait 350 États après les traités de Westphalie, et après il y a eu l'unité allemande. Donc dans l'esprit de von der Leyen, qui est allemande, qui est une vraie Allemande, et qui défend les intérêts de l'Allemagne, il faut faire une Europe unie. Pour faire une Europe unie, il faut la guerre. Philippe de Villiers, je voudrais qu'on revienne à présent sur un livre. Chaque semaine, vous nous parlez quasiment chaque semaine d'un ouvrage que vous avez lu, et celui-là n'est pas n'importe lequel, puisque c'est quelqu'un que vous citez régulièrement et qui n'est pas inconnu du public de CNews, Mathieu Bock-Côté, Les deux Occidents. Pourquoi souhaitiez-vous rapidement parler de cet ouvrage, Philippe ? Pour deux raisons. La première, c'est que Mathieu Bock-Côté est un de mes inspirateurs. C'est le seul sociologue que je comprenne. C'est un esprit brillantissime. Et donc, je veux lui rendre hommage. Un hommage amical et chaleureux. Et en même temps, le livre qu'il a fait, il est fondamental. Il est remarquable. Pourquoi ? Parce qu'il dit, voilà, il y avait un Occident en 1789, après la chute du mur de Berlin, qui a cru à l'unification du monde, unification morale, unification juridique, unification politique, l'effacement du politique, etc., au profit de l'économie. Et puis, il y a eu des grumeaux dans la purée. Premier grumeau, 2005, en France, le référendum, le peuple a dit non. Donc on dit, le peuple devient populiste. La classe dirigeante se met à haïr le peuple. Puis après, il y a eu le Brexit. Puis après, il y a eu Trump. Et il décrit, je vais très vite, mais il faut lire ce livre, il est extraordinaire. En fait, il décrit la situation nouvelle où, en fait, il y a deux Occidents, comme il y a eu deux Allemagnes. Il y a un Occident qui cherche à sortir du paradis diversitaire et un autre qui est plongé dedans. Devinez lequel, devinez lesquels. Voilà. Il faut lire ce livre. Geoffroy Lejeune. C'est le moment tant espéré de l'apologue. Et aujourd'hui, Philippe, vous voulez rendre hommage aux croix de bois. D'abord, c'est l'anniversaire de mon père. Oh. Oui. Ça suit ? 14 novembre 1913. Et il nous reste quelques minutes là où... Vous avez le temps, oui. Ouais. Et en fait, mon père nous a toujours raconté, à chaque 11 novembre, il nous racontait la même histoire poignante. C'est que le 11 novembre 1918, sa maman l'a pris dans ses bras, l'a serré fort, et il dit « Pourquoi tu pleures, maman ?» Et il dit « Parce que ton papa ne reviendra pas », en entendant les cloches qui sonnaient, après le clairon du caporal Sellier. Et ça nous a beaucoup marqué. Et en fait, quand j'étais enfant, chaque année, on se retrouvait devant le monument aux morts du village, Boulogne, avec tous les noms, sur les 4 côtés du monument. Et l'un d'entre nous était choisi, un enfant, pour égrener dans la litanie du souvenir les noms
des morts pour la France, de la guerre 14-18, mort pour la France. Et nous répétions après chaque nom, un tel mort pour la France, un tel mort pour la France. Et il y avait encore des rescapés qui parfois titubaient, balbutiaient. Il y avait encore des gueules cassées de Verdun, de Douaumont, de la tranchée des baïonnettes. Et parmi eux, il y en a un que j'affectionnais et qui m'aimait bien, qui m'appelait toujours petit, petit, viens là, petit. Et il me dit, petit, j'y étais. Petit, j'y étais. Il s'appelait Isidore. Et alors, il voyait que je ne saisissais pas la portée de cette expression, que je trouvais banale. J'y étais, t'étais où? Il dit, j'y étais. Il répétait, j'y étais. Et voyant que je ne comprenais pas, il me dit, tu ne peux pas comprendre, petit. Parce que vous, les enfants, pour vous, aujourd'hui, c'est le paradis. Moi, j'ai connu l'enfer. Et il a ajouté un mot qui m'a marqué, qui m'a bouleversé, et qui m'a mis sur la voie. Il a dit, en se retournant, il avait la misère du monde dans les yeux. Tu vois, petit, la mémoire, c'est pour les vieux. La mémoire, c'est pour les vieux. C'est terrible, cette phrase. Et là, je dis, ça m'a ouvert la voie parce que j'ai compris que, en fait, j'allais vivre dans un monde complètement nouveau où on allait pratiquer ce qu'on pratique tous les jours. L'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Et voilà, le 11 novembre s'éloigne, 107 ans, et avec lui le souvenir. Le souvenir des poilus, le souvenir des héros, le souvenir des Saint-Cyriens du serment de 14. Ils étaient là, une quinzaine, dans une chambrée, dans la pénombre, avant de partir au combat. Et tout à coup, l'un d'entre eux a dit aux 14 autres, on va prononcer un serment. Et ils ont prononcé le serment suivant. Demain, nous monterons à l'assaut avec nos casoars et en gants blancs. Ils ont été décimés, foudroyés, mais glorieux. Il y a une phrase de Madame de Staël à laquelle je pense en cet instant, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. C'est si vrai. Et en cet instant, je pense aussi à l'adresse magnifique de Roland d'Orgelès à ses compagnons de combat qu'il appelait les croix de bois. Et il leur dit, écoutez bien, c'est émouvant. Il leur dit ceci, vous étiez si jeunes, vous étiez si confiants, vous étiez si forts. La joie qui était en vous dominait les pires épreuves. Vous n'auriez jamais dû mourir. Dans la boue des relèves, sous le poids écrasant, le labeur écrasant des corvées, et même devant la mort, je vous ai jamais entendu, je vous ai jamais vu pleurer. Je vous ai toujours vu sourire, je vous ai toujours vu rire. Et en ce moment, moi je pense, dit-il, à ces boyaux que nous avons creusés, à ces croix de bois que nous avons plantées les unes après les autres. Et il ajoute, c'était le bon temps. C'était le bon temps, malgré tout, parce qu'il nous voyait vivants. On a bien ri au repos. Entre deux marches accablantes, on a ri, mes camarades, oui. On a ri pour une soupe chaude, on a ri pour un gourbi solide, on a ri pour une nuit de répit, on a ri
pour un brin de chanson. Un copain qui disparaît, c'est si vite oublié. Et on riait quand même. Mais avec le temps, leurs souvenirs nous manquent. Leurs souvenirs est creusé plus profondément, comme un acide qui mord. Et au moment de ma vie, dit-il, et conclut-il, au moment de la dernière étape, il me vient un sentiment de remords pour avoir osé rire de vos peines, comme si j'avais taillé un pipeau dans le bois de vos croix. Les croix de bois, Roland d'Orgelès. Honneur à nos ancêtres, à nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Honneur aux poilus. Quelle leçon. Ils ont tout donné, offert leur poitrine pour la France. Bien, merci Philippe de Villiers pour ce vibrant hommage et merci encore une fois pour ce vendredi qui va marquer tant de Français qui nous regardent et je voulais les saluer. Ils sont de plus en plus nombreux le vendredi soir sur CNews et très nombreux également sur Europe 1 le samedi matin de 10h à 11h. Merci Philippe de Villiers. Merci Elliot, merci Geoffroy. Merci Geoffroy. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Et la semaine prochaine, nous parlerons, et j'ai une pensée pour les agriculteurs. Vous vouliez absolument qu'on en parle cette semaine. Nous en parlerons en longueur des agriculteurs et j'ai déjà ma question. Est-ce qu'on est en train de faire vivre un populicide au monde agricole français ? Vous avez intérêt à travailler le dossier et à répondre la semaine prochaine. Je n'ai pas besoin de travailler. Moi, je connais déjà la réponse. Allez, merci Philippe. L'info se poursuit sur CNews, bien sûr. Et dans un instant, c'est l'heure des pros. À tout de suite.